Les médecines complémentaires occupent aujourd'hui une place croissante dans les parcours de santé de nombreuses personnes. En complément de la médecine conventionnelle, elles accompagnent, soulagent, préviennent et participent à une approche plus globale, plus personnalisée de la santé. Mais alors qu'elles sont de plus en plus plébiscitées par les usagers eux-mêmes, qui en reconnaissent l'utilité, les médecines complémentaires font encore face à de fortes résistances, tant culturelles que institutionnelles. Leur accès reste inégal et les modalités de leur reconnaissance officielle ou de leur intégration au sein du système de santé continuent de susciter des débats. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Solange Arnaud, fondatrice de Médoucine. Avec elle, nous allons explorer les leviers qui permettent de renforcer la confiance, favoriser l'accès à ces approches pour le plus grand nombre et construire des passerelles durables entre praticiens, patients et institutions. Un échange pour mieux comprendre comment professionnaliser sans uniformiser, structurer sans dénaturer et œuvrer ensemble à une santé plus intégrative, plus humaine et plus accessible. Solange Arnaud, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu es ingénieur diplômé de l'école polytechnique et d'AgroParisTech avec un parcours de plus de 15 ans dans le domaine de la biologie moléculaire et l'industrie pharmaceutique, où tu as travaillé sur des traitements majeurs, notamment contre le VIH ou la maladie de Crohn. C'est au contact de patients que tu réalises que nombre d'entre eux ont spontanément recours aux médecines dites douces pour soulager leur douleur ou atténuer les effets secondaires des traitements. Maman de 3 enfants, tu expérimentes à ton tour ces approches complémentaires, notamment durant tes grossesses, et en découvres les bénéfices concrets. Peu à peu, ton parcours personnel et professionnel t'amène à envisager la santé de manière plus globale, plus intégrative. C'est ainsi qu'en 2016, tu fondes Médoucine, une plateforme en ligne qui référence des praticiens de médecine complémentaire et non conventionnelle, naturopathes, sophrologues, hypnothérapeutes, praticiens Reiki, entre autres, pour faciliter leur accès au grand public. Médoucine vise aussi à professionnaliser ce secteur en soutenant la formation et la visibilité de ces praticiens. Avec toi, nous allons donc explorer la question de la démocratisation de l'accès aux médecines complémentaires de manière sérieuse et encadrée, en décryptant les leviers nécessaires pour construire un véritable pont de confiance entre ces pratiques, les patients, les praticiens et les institutions. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui reconnaissent peut-être le studio et peut-être ont pu te voir récemment dans ces mêmes locaux. En fait, donc tu as enregistré avec nos copains de Feuille Blanche, qui réalisent aussi notre podcast, un épisode de 40 nuances de Next, 40 nuances de Sista. Et donc voilà, quand on a écouté cet épisode, on s'est dit... Il faut absolument prolonger, on avait plein de questions à te poser, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion, et nous on va pouvoir en parler davantage aujourd'hui. Donc encore merci. Alors notre première question, c'est la question signature, tout le monde y passe. Comment est-ce que tu définirais la performance ? Je crois que j'aurais pu avoir différentes définitions à différentes périodes de ma vie. J'aurais pu être dans le atteindre des objectifs toujours plus ambitieux, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ce qui me parle, je dirais, c'est atteindre une forme d'équilibre et d'alignement. Et donc, qu'est-ce qui t'anime ? Quelle est ta mission de vie ? Grande question. C'est une question existentielle pour démarrer là. Déjà, j'y travaille à découvrir vraiment ma mission de vie. Je crois que c'est quelque chose qui est aussi évolutif. En tout cas, pour moi, c'est pas franchement évident comme question. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ma mission de vie en ce moment et depuis 9 ans, elle est quand même très alignée avec la raison d'être de Médoucine, qui est de permettre à un maximum de personnes d'agir pour leur santé et donc d'œuvrer dans ce sens, notamment aux côtés des thérapeutes qui font ce travail au quotidien. Alors, quel est aujourd'hui l'état des lieux des médecines complémentaires en France ? Alors, on peut prendre cette question sous plein de formes différentes.
Pour en prendre certains, je dirais qu'il y a vraiment cette dichotomie que tu évoquais en introduction, c'est-à-dire des pratiques qui sont plébiscitées par le public, de plus en plus recherchées, avec des personnes qui justement sentent qu'elles ont besoin d'une prise en charge de l'ensemble de leur être, d'une certaine manière, le physique, mais aussi le mental, le social, l'émotionnel, etc. Donc une vraie demande du public. Et un système de santé qui n'est pas vraiment capable finalement de répondre à cette demande directement. Des professionnels, donc les praticiens typiquement de pratiques complémentaires qui offrent des possibilités et qui sont de plus en plus nombreux. Aussi très bien formés pour un grand nombre d'entre eux, je pense que c'est important de le dire, bien que ce soit des professions qui soient pas réglementées en tant que profession, donc il y a très peu de métiers qui soient institutionnalisés en tant que métier, mais il y a quand même des dizaines de milliers de thérapeutes bien formés qui exercent et qui rendent le service que cherchent les Français. Et en parallèle de ça, une institution qui est assez figée finalement, puisque justement, manque de reconnaissance d'existence de ces métiers sur le plan institutionnel. Et du coup, au sein des professions médicales, on retrouve cette dichotomie d'une certaine manière. Une institution, on le voit encore avec l'Académie de médecine là, qui dit « Ah, l'ostéopathie pour les bébés, c'est pas possible, il faut l'interdire, etc. » Donc quelque chose du rejet, y compris pour l'ostéopathie, qui est quand même une pratique qui est dans le Code de la santé publique. Nous, on a fait une enquête auprès de médecins généralistes qui nous disent pour 80% d'entre eux avoir recommandé déjà à leurs patients des pratiques complémentaires. Voilà, donc une vision vraiment très contrastée et assez morcelée du secteur. C'est vrai, on dirait vraiment qu'il y a deux médecines différentes et en opposition, alors que déjà, c'est même pas le fondement même des médecines. Justement, ce sont des médecines complémentaires, des pratiques complémentaires. Après, on peut toujours s'interroger sur le vocabulaire à utiliser, parce que en fonction des gens à qui on s'adresse, à chaque fois, il y a potentiellement des modifications de vocabulaire. Mais il y a vraiment cette idée-là de dire, en fait, il faut arrêter d'opposer. C'est justement, on est censé travailler ensemble et c'est pas du tout l'une contre l'autre et l'une plutôt que l'autre. Ce sont pas des médecines alternatives. Complètement. Et donc, je vais parler quand même de ce sujet de la sémantique que tu soulèves avant de parler de l'opposition, parce que la sémantique parle déjà de l'opposition. Il y a ce truc de est-ce que si on n'arrive pas à nommer quelque chose, c'est quand même un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai que dans notre secteur, on voit bien qu'on n'arrive pas à nommer ces pratiques. Au sens où, nous on dit par exemple médoucine, c'est médecine douce. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit médecine douce ? Parce que c'est ce qui parle au public. Voilà, tu dis pratique de soins non conventionnels, tu dis même médecine complémentaire, alors santé intégrative, oublie quoi. Voilà, pour le public, médecine douce, ça parle. Et pourtant, elles ne sont pas des médecines. Donc c'est ça aussi qui est important de rappeler. Je pense que ça fait partie des choses importantes à mentionner pour être intégré dans le système. Il faut aussi dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. On ne fait pas de la médecine. Voilà, donc ce terme, il ne va pas. Elles sont pas toujours douces non plus. Oui, c'est vrai. D'autant que, du coup, les médecins, ils nous disent « Mais attends, moi, je ne suis pas de la médecine dure. » Et c'est juste aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que cette terminologie, elle est difficile. Donc, nous, on aime bien dire pratique complémentaire, parce qu'au moins, on dit on est des pratiques, on n'est pas des médecines. On fait du complémentaire et pas de l'alternative, comme si tu le soulèves. Je pense que ça, c'est très important, parce qu'une des dérives possibles, c'est de faire de l'alternative. Et c'est vrai qu'on n'est pas là à aucun moment pour remplacer le médecin. L'idée, c'est vraiment au contraire de travailler ensemble, de façon collaborative, donc complémentaire. Et en même temps, le terme officiel, c'est pratique de soins non conventionnels. Et honnêtement, moi, ce non conventionnel, il me chiffonne. D'une part, parce qu'en fait, le conventionnel lui-même ne définit pas ce qu'il est. Donc, bon, c'est quand même délicat de se définir par rapport à un truc qui ne dit pas lui-même qui il est. Bon. Mais en plus, il y a vraiment ce truc de non conventionnel. Honnêtement, ça rappelle aussi les armes non conventionnelles qui, quand même, n'ont pas de bonne réputation. Donc, il y a tout ce sujet-là, je pense, qui mérite d'être évoqué. Et donc, dans le secteur, on va dire, des personnes qui essayent justement de faire du collaboratif, de travailler ensemble, de tisser des liens, de mettre des ponts entre les différentes approches. Ce qu'on aime bien utiliser, c'est pratique
complémentaire et santé intégrative. Voilà, donc ce côté aussi d'une santé qui n'est pas qu'une médecine au sens du curatif, mais vraiment d'aller aussi sur du préventif et intégratif au sens de parcours de soins dans lesquels on intègre toutes les composantes de la personne et donc de l'accompagnement. Et justement, il y a un point de vigilance, je pense, à avoir quand on parle de médecine, enfin en tout cas de pratiques complémentaires, notamment la naturopathie, c'est que les gens viennent souvent avec cet a priori de vouloir être soignés par des plantes. Alors que c'est pas du tout l'approche de base, en tout cas je parle pour la naturopathie, c'est plutôt une chronologie. La complémentarité, elle se fait plus dans la chronologie, dans le sens où les médecines douces ou pratiques complémentaires vont être plutôt en prévention, donc en amont, alors que la médecine allopathique, donc plutôt traditionnelle, en tout cas classique, va être en aval, donc pour soigner vraiment des symptômes, ça traite la symptomatique et notamment des pathologies qui vont être plus lésionnelles, où on n'est plus dans la prévention. Et en fait, cette complémentarité-là, les gens ne le perçoivent pas véritablement aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi important de rappeler un peu cette chronologie qui me semble importante en fait. C'est vrai, et je pense que ça parle aussi de notre conception même de la médecine, de la santé. C'est pour ça que je parlais de santé plutôt que de médecine, parce que on a une conception de la santé qui est très curative. Et donc, on arrive toujours un peu en dernière ligne. Donc, c'est vrai que finalement, toutes ces pratiques complémentaires, elles ont vocation, comme tu le soulignes, à être très préventives et dans le long cours. Donc, elles demandent aussi de changer sa conception même de la relation aux soins, à la santé, au bien-être, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même bien le reconnaître, la naturopathie, théoriquement, c'est en amont, mais bien souvent, c'est en aval. Parce qu'il y a aussi un truc de... dernière chance. C'est complémentaire, totalement, en dernier recours. C'est dans le... Quand on agite les drapeaux rouges et tout ça, on dit « Oh là là, ils sont allés se soigner avant, avec des plantes, avant d'aller voir un médecin ou à la place d'eux ». En vérité, très souvent quand même, en tout cas ce que nous rapportent les praticiens qu'on référence sur Médoucine et ce qu'on voit aussi dans les demandes du public, c'est j'ai tout essayé, rien n'a marché, j'ai toujours ceci, j'ai toujours cela, j'ai pas forcément d'atteinte lésionnelle, donc entre guillemets, je ne suis pas malade, mais je suis mal. Et donc, je suis tellement mal depuis tellement longtemps, bien que n'étant pas malade, et là, j'ai fait le tour de tout le monde médical, à un moment, je viens essayer de comprendre ce qui se passe pour moi, et très souvent, là, on boucle sur des aspects qui auraient pu être traités en prévention, qui sont des sujets d'hygiène de vie, de nutrition et autres, quoi. Absolument. Et est-ce que justement cette dichotomie, ces ambiguïtés, ces manques de clarté dans les explications, dans les définitions, ont été un des éléments peut-être qui t'ont poussé à créer Médoucine? Est-ce que ça a fait partie de la réflexion dans la création de Médoucine? Oui, dans la réflexion, moi, mon sujet, c'était d'aider les personnes qui, justement, cherchent des solutions pour leur santé à trouver les bons professionnels avec une dimension d'orientation forte, parce que c'est déjà pas toujours simple quand on a un problème médical et qu'on est malade, etc. Mais c'est vrai que dans le monde des pratiques complémentaires, des médecines douces, etc., c'est encore moins simple, puisque j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste. Je suis stressée ou j'ai mal au ventre et mon médecin m'a dit tout va bien, vous n'êtes pas malade, j'ai fait tous les examens. Je me précipite pas forcément chez un sophrologue ou un naturopathe, quoi, parce que je ne sais pas que ça peut m'offrir des possibilités. Qu'est-ce qui fait véritablement perdre confiance aujourd'hui dans ces approches du point de vue du grand public, mais aussi des institutions? En tout cas, ce dont ces pratiques sont régulièrement accusées, je dirais, c'est ce sujet-là de l'alternatif. Je pense que c'est ça qui est vraiment, pour moi, le vrai drapeau rouge. C'est qu'à aucun moment, ces pratiques ne doivent se présenter comme étant une alternative à la médecine. Et il y a ce sujet de quelle est la bonne position, la bonne posture, les choses que je peux promettre. Voilà, donc les endroits où vraiment c'est
drapeau rouge, ligne rouge. Pour moi, c'est la surpromesse, les promesses de guérison, les endroits où on dit, non, c'est pas la peine d'aller faire ton traitement, moi j'ai mieux. Ça, c'est vraiment les cas, en fait, qui sont catastrophiques. Parce qu'un cas isolé, parce que ce sont quand même des cas isolés, va jeter le discrédit sur tout le secteur. Voilà, donc moi, c'est de ma fenêtre les choses qui sont les plus importantes. Récemment, il y a eu beaucoup de questions autour des dérives sectaires, qui font partie aussi des épouvantails, honnêtement, qui sont brandis parfois pour créer de la peur là où il y a parfois, encore une fois, des cas qui sont désastreux et condamnables et qui doivent être condamnés, mais le plus souvent, finalement, pas énormément de choses. Donc là, il y a eu des discussions autour des dérives sectaires, c'est certain, mais comme dans tous les secteurs, on veut éviter les dérives sectaires et les abus, en vérité, qui sont la plupart du temps des abus d'individus, indépendamment du métier, parce que des abus, il y en a dans tous les métiers. Mais c'est vrai que dans des métiers comme les nôtres, qui sont des métiers dans lesquels, justement, il y a un enjeu de reconnaissance, ils sont très délétères pour tout le monde, quoi. Sachant que les médecins aussi font des abus, hein. On a des faits divers récemment qui sont quand même assez choquants avec des chirurgiens. Hein. Oui, voilà, donc, malheureusement. On parle énormément des pratiques complémentaires sur les dérives, mais finalement, on n'en parle pas tant que ça sur la médecine allopathique, alors qu'il y en a tout autant. Et ça ne discrédite pas la profession. C'est ça la différence, voilà, exactement. Oui, parce que la médecine est institutionnellement bien installée et c'est le propre finalement de nos pratiques aujourd'hui qui n'ont pas cette reconnaissance institutionnelle de devoir 10 fois plus montrer patte blanche, montrer notre rigueur, apporter des preuves, etc., qu'on ne demande plus d'une certaine manière à la médecine, alors qu'on pourrait le faire tout autant. Après on peut dire c'est juste, c'est pas juste, peu importe. Moi aujourd'hui je suis vraiment dans une posture de rappeler qu'effectivement les abus, il y en a dans tous les secteurs et que c'est pas parce qu'il y a une personne qui dérive que tout le secteur dérive. Ça déjà, le mettre en perspective, c'est super important. Et après, pour notre secteur, faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire condamner ce qui est condamnable et montrer les bienfaits énormes finalement qu'on apporte et le besoin du public finalement de toutes ces pratiques. Ce qui est dingue, c'est que quand même le père fondateur de la médecine et de la naturopathie, c'est la même personne et c'est Hippocrate. Quand même. Donc c'est ça qui est quand même assez fou, c'est la même personne qui a instauré les deux disciplines, en tout cas qui est à l'origine des deux disciplines, et pourtant on les dissocie aujourd'hui après des milliers d'années. C'est quand même étonnant, je trouve. Oui, c'est sûr qu'il y a une source commune, mais presque je me demande dans quelle mesure cette source commune, elle ne crée pas justement, tu vois, comme des frères et sœurs un peu... En compétition. En compétition, j'en sais rien. Le fait que ça vienne du même endroit, mais que finalement, c'est vécu deux histoires complètement différentes. Et notre médecine aujourd'hui, c'est vrai que ce sur quoi elle s'appuie, l'image qu'elle veut montrer, c'est une image de rigueur scientifique, de technicité qui est différente de celle de la naturopathie. Voilà, donc je pense que c'est à cet endroit-là que ça se joue, quoi. Et justement, par rapport à cette question de confiance, etc., comment on peut garantir, si je peux dire ce mot, garantir le sérieux d'une pratique, sachant que si on écoute justement notre milieu, il y a vraiment un peu toutes les paroles et certains ont peur que trop de garanties, trop de vérifications, etc., entraînent justement, dénaturent la pratique en tant que telle. Donc voilà, comment on arrive à dialoguer par rapport à toutes ces notions ? Alors ça, c'est vrai que cette discussion, elle a lieu métier par métier, en fait. Donc moi, chez Médoucine, on représente un grand panel de disciplines, mais la réalité aujourd'hui de la naturopathie, de la sophrologie ou de l'hypnose sont assez différentes. Et donc la discussion, elle va avoir lieu métier par métier, contenu par contenu. Voilà. Moi, l'impression que j'ai, c'est que il y a quand même un sujet de dire ce qu'est un naturopathe et comment il est formé. Déjà, à minima, c'est ce qui s'est passé en fait pour l'ostéopathie. Si on regarde, qu'est-ce qui a déjà eu lieu, les ostéopathes ils se sont entendus sur le contenu d'un métier et comment on se forme. D'ailleurs en 2 temps, d'abord le contenu du métier et puis 8 ans après, revoir finalement les modalités de la formation et des minimums de formation. Dans ce processus, effectivement, il y a des compromis à faire.
qui permettent de dire, bah oui, ça, on voit que c'est, entre guillemets, acceptable en fonction des personnes avec qui on parle, de l'institution, de ce qu'elle est prête à entendre ou pas entendre, des preuves qu'on est capable d'apporter à certains endroits et peut-être moins à d'autres. Et peut-être qu'il y a des choses qui aujourd'hui vont pas être incluses parce qu'on se dit, on n'est pas suffisamment sûr. Et demain, elles y seront parce qu'on a apporté de la preuve. C'est aussi le propre de la science, c'est d'être évolutif. Et on en parlait tout à l'heure, il y a des éléments sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord, peut-être que ces choses-là, soit elles resteront ouvertes, soit au contraire, on décidera de la fermer. Et puis, il y a une question de qu'est-ce qu'on autorise et qu'est-ce qu'on interdit. On n'est pas obligé de dire, de tout définir. Peut-être il y a des endroits où on dit, là, c'est juste pas interdit, donc il y a des zones quand même de flexibilité. Honnêtement, on le voit bien quand on va voir un professionnel. D'ailleurs, c'est la réalité aussi pour un médecin. Il y a des différences interpersonnelles qui sont fortes et c'est très bien, en fait. Ça permet aussi à chaque individu d'apporter sa marque de fabrique, son observation personnelle, le fruit de son expérience et de son expertise. Tout à fait. Et puis même en tant que client ou patient en fonction, c'est aussi ce qu'on recherche. On ne va pas voir juste un médecin ou juste un naturopathe, etc. On va voir parce que quelqu'un nous correspond davantage, etc. Et on aime cet échange-là. Donc de toute façon, oui, c'est indispensable, c'est certain. C'est d'ailleurs pour ça que le bouche à oreille est quand même assez puissant. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de ce bouche à oreille? Le bouche à oreille, c'est on va dire, la base dans notre métier. D'ailleurs, dans beaucoup de métiers, on a tendance à suivre la recommandation. Nous sommes des êtres sociaux et donc on aime bien écouter ce que nous disent nos collègues, confrères, amis, familles, etc. Donc c'est vrai que dans notre secteur, c'est quelque chose qui est très fort. Après, nous, ce qu'on voit de notre prisme chez nous, Médoucine, c'est que justement les avis que l'on collecte après chaque consultation sont très consultés par le public. Donc, on voit bien que ça crée beaucoup de confiance, en fait, le fait que d'autres y soient allés, qui nous racontent ce qui leur est arrivé. Voilà. Et donc, c'est vrai que chez Médoucine, très souvent, on se conçoit même comme une forme d'accélérateur de bouche à oreille, puisque y a d'abord ceux qui ont accès, ceux qui n'ont pas accès, et puis même quand on entend parler de quelqu'un, on aime bien aller se renseigner. Et donc sur Médoucine, ce qu'on apporte, c'est justement la possibilité pour les thérapeutes de se présenter dans toutes leurs dimensions, leur histoire, leur formation, leur consultation, ce qu'ils apportent, et puis ce que disent les personnes qui sont allées les consulter. Puis après, c'est que dans le bouche à oreille, il y a un moment où on dit « Ok, allez, je me lance ». Et là, c'est pratique de pouvoir prendre rendez-vous direct au moment où on a décidé de se lancer. Et du coup, tu penses que quand même, ça vaudrait le coup d'instaurer des labels, des référentiels clairs? D'une certaine manière, c'est ce qu'on fait chez Médoucine, oui, c'est de donner un référentiel. Après, je pense que ce qui est important, en tout cas ce que je vois de notre travail avec les syndicats, les écoles, c'est d'apporter une définition de ce que sont les métiers. Déjà, qu'est-ce qu'un naturopathe, qu'est-ce qu'un sophrologue, etc. Voilà, ça, je pense que c'est déjà une bonne chose. Et après, un label par-dessus, oui, super. Nous, en l'absence de référentiel métier, c'est ce qu'on apporte finalement chez Médoucine. On fait une sorte de vérification des profils avec beaucoup de dimensions. Mais en tout cas, je pense que toutes les initiatives visant à développer la qualité dans ce secteur sont bienvenues. Parce que, moi, c'est ma conviction, évidemment, que c'est important pour les personnes de prendre soin d'elles. Pour ça, ces pratiques, elles apportent énormément d'atouts, déjà d'informations, de prise de conscience qui sont très importants. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait des professionnels. Et donc, essayons de développer ces professionnels en apportant déjà la définition de ce qu'ils sont et de ce qu'ils doivent apprendre pour se prétendre professionnels, quoi. Mais est-ce qu'on ne devrait pas interdire du coup les formations e-learning en 2-3 mois, même en quelques semaines, puisque derrière, en fait, au même titre que les écoles où il faut 2 ans pour se former ou plus, en fait, ils vont avoir le même titre de naturopathe que ceux qui ont fait 2 semaines sur une formation d'e-learning. Et ils n'auront absolument pas les mêmes compétences. Non, je vois les naturopathes là qui se... Bien sûr. Non, mais je pense que c'est très important parce que quand on voit la qualité d'une formation, ça fait tout. Et c'est ce référentiel-là qui manque véritablement, que ce soit en naturopathie, mais pas que. Pareil en sophrologie, pareil, enfin voilà. Et c'est ce que, enfin, ils ont réussi à obtenir avec l'ostéopathie. Mais c'est relativement récent quand même. C'est très récent, ça fait 10 ans. Mais oui. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très récent et que ça a mis 20 ans
avant. C'est ça. Voilà, donc ce sont des travaux de longue haleine. Et ce qu'on a pu voir, c'est vraiment la réglementation du titre, en fait, parce que tu peux toujours avoir des formations de 2 semaines découverte de la naturopathie, mais par contre, elles ne te permettent pas de te prétendre naturopathe. Mais j'ai envie de te dire, la situation, c'est même pas le problème des formations en 2 semaines ou en 2 heures aujourd'hui. C'est que n'importe qui peut se dire naturopathe avec 0 formation. Tu n'as même pas besoin de faire le e-learning. Donc tu peux interdire ces formations, mais en fait, ça ne change rien. C'est certain. Et toujours dans ce questionnement sur la confiance, il y a un élément, ce sont les médias. Ah oui. Donc, à quel point on a eu énormément de reportages, en particulier ces dernières 2-3 dernières années, j'ai l'impression que ça se démultiplie. Et bon, bien sûr, en termes de pratiques complémentaires, il n'existe que la naturopathie de toute façon, en plus, donc j'ai l'impression que c'est la seule qui existe. Mais bon, indépendamment de cette boutade-là, est-ce qu'il y aurait un moyen de travailler avec les médias de façon générale pour que justement qu'il y ait une démocratisation de ces termes, qu'il y ait un meilleur apprentissage, une meilleure compréhension en fait de ce qui se cache derrière. D'autant plus que vous, Médoucine, vous avez eu en pleine face, j'ai envie de le dire, quand même le scandale de Doctolib avec l'interdiction derrière des médecines non conventionnelles. Oui, tout à fait. Alors, les médias, ils font leur job, c'est-à-dire leur job n'est pas de nous informer, mais de faire des vues. Oui, rappelons-nous que leur objectif à eux, c'est d'avoir un maximum d'audience. OK ? Et après, peu importe les moyens. Il faut quand même se rappeler ça aussi. Donc ça n'empêche pas certains journalistes de faire très bien leur job d'information, d'investigation, etc. Mais il faut bien reconnaître que la plupart des médias, dans un monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est très polarisé, dans lequel finalement les trucs pour ou contre, les plus distincts, les plus en opposition sont ceux qui font le plus d'audience, ils jouent ce jeu-là, ils sont dans le système comme tout le monde. Voilà. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a des médias dont le parti pris, c'est... En fait, les médecines douces et pratiques non conventionnelles, c'est pas bien. Et donc, je vais vous apporter tous les éléments pour montrer que c'est pas bien. Et notamment, après, du coup, c'est eux qui font le petit scandale avec Doctolib et les naturopathes. Attention. Voilà. Que dire par rapport à ça ? En fait, malheureusement, les médias sont ce qu'ils sont, leur business model est ce qu'il est. Je pense que nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de montrer au contraire combien ces pratiques, elles apportent, parce que vice-versa, il y a aussi des tonnes d'articles sur le bien-être et comment j'ai résolu mes problèmes avec la naturopathie ou l'hypnose, etc. Les deux bouts du spectre, d'une certaine manière, sont présents dans les médias, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de nervosité, je dirais, dans certains médias autour de ces pratiques, qui eux-mêmes viennent quand même aussi, on peut le rappeler, d'une politique de lobbying assez bien orchestrée, puisque on peut se rappeler, et c'est vrai que ça a commencé il y a 2 ans, il y a eu des assises de Bacchès là sur les dérives sectaires, puis encore une série d'articles, puis le Conseil de l'ordre des médecins qui a publié un livre blanc à charge comme ça, puis dans l'été, tous les ordres qui se sont aussi mobilisés pour dire c'est pas bien. À cette époque-là, le cabinet de la ministre qui faisait un comité d'appui pour réglementer ces pratiques. Bon, tout ça alimenté uniquement par la peur. N'interrogeant que des gens qui sont contre et dans la peur, pour essayer de réglementer des professions sans surtout demander aux professionnels ce qu'ils en pensent. Il n'y avait aucun représentant des professionnels, alors qu'il y a quand même des syndicats, des écoles qui ont pignon sur rue, qui sont allés chercher des normes, des RNCP, etc. Tout ce petit monde était complètement absent, et tout ça pour culminer avec encore une série d'articles et une loi qui est passée entre Noël et le jour de l'an, un peu au forceps, sur les dérives sectaires. Donc en fait, on voit quand même là, en fil rouge, tout simplement une politique de lobbying très bien orchestrée pour dire, écoutez, ces professions, ça va pas. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que le problème qu'ont ces professions, et nous au premier titre, chez Médoucine, c'est que en fait, il y a plein de professions. Donc, un secteur très morcelé, éclaté. Et au sein de chaque profession, éventuellement, plusieurs syndicats
Voilà. Et comme diviser pour mieux régner, ça fonctionne super bien, là, c'est génial. Donc, moi, je crois que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, nous, chez Médoucine, on a notamment organisé cet événement, là, les assises des pratiques complémentaires, justement pour contrer ça, pour dire, en fait, elles sont diverses et variées, ces pratiques. Il y a plein de choses dedans, mais en fait, on a quand même un tronc commun. Il y a plein de choses qui nous rassemblent. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisque notamment, il y avait les naturopathes qui étaient présents lors de la dernière édition, la mois de février, qui m'ont dit « Ah, mais Solange, c'est trop bien que tu nous aies rassemblés. On n'a pas l'occasion de se voir et là, on est tous là. » Voilà. Donc, je crois que ce qui peut nous rendre plus forts, c'est d'y aller ensemble, rassembler les professions sur qu'est-ce qui est notre tronc commun, parce que dans la naturopathie, il y a là aussi des discussions sur quel est le niveau d'exigence qu'on se fixe et tout ça, mais il y a quand même un tronc commun qui est fort, et ce tronc commun, il peut être aussi le même avec les sophrologues, les réflexologues, etc., qui eux aussi ont des réflexions sur leur métier. Donc voilà, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rassembler pour porter une voix plus puissante. Voilà, surtout parce qu'on que aime déjà bien se recommander, en plus on travaille de concert, donc souvent, on s'est constitué un carnet d'adresses et on se recommande. Et en fait, on crée un peu une bulle autour du client, puisque je ne peux pas dire patient. Oui, absolument, absolument. Et c'est vrai qu'en termes de moyens, voilà, le Conseil de l'ordre des médecins, c'est, je ne sais plus, 200 millions d'euros de budget. Tu vois, en face de ça, on est sur des professions avec déjà des professionnels qui ne gagnent pas très bien leur vie, pas d'institutions qui puissent vraiment avoir de l'argent pour défendre. On nous demande en permanence des preuves scientifiques, des études, etc., tout en émettant des freins très souvent pour pouvoir valider les protocoles de recherche et tout ça. Là, récemment, j'étais sur un congrès avec des fasciathérapeutes qui se sont vraiment battus avec le comité de protection des personnes qui leur a d'abord dit non, et puis finalement ils ont redéposé, et puis ça a été oui. Voilà, donc on voit bien qu'en fait, la barre est haute, mais aussi, moi, ce qui me donne espoir, c'est qu'on a des professionnels qui sont ultra motivés, ultra engagés. On a plein d'institutions quand même qui se mobilisent. On a aussi énormément de médecins qui, sur le terrain, travaillent avec des thérapeutes. Voilà, donc je pense que c'est ensemble qu'on trouvera cette force, cette voix qui permettra pour Boucler sur les médias de porter cette voix positive aussi de que sont réellement ces pratiques, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ne font pas. Du coup, je suis curieuse, quelles ont été les répercussions suite à cette crise post-Doctolib ? Alors, il y a eu deux mouvements. D'une part, il y a plein de professionnels qui étaient référencés sur Doctolib et qui ont dû en partir, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est rigolo, nous, on est dans notre bulle de filtre, on a l'impression que tout le monde a entendu parler de ce scandale, alors qu'en vérité, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout entendu parler de quoi que ce soit. C'est vrai. Il y a déjà bientôt 3 ans, il y a des gens qui se sont émus de ce que sur Doctolib soient référencés des gens qui ne sont pas professionnels de santé, notamment donc des naturopathes, puisque c'est effectivement sur la profession de naturopathe que c'est porté l'opprobre pour commencer, avec toujours, comme toujours, un ou deux profils sortis en disant « Ah mais regardez, c'est scandaleux, et tout ça, monté en épingle, bon, voilà ». Et donc, Doctolib s'est posé la question. C'est très intéressant quand même de voir. Eux, évidemment, ils avaient intérêt à les garder, ces professionnels, puisqu'on se rappelle que c'est une entreprise qui est là pour référencer un maximum de professionnels. Donc, ils voulaient les garder. Mais en fait, ils se sont interrogés. En fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'il n'y avait pas de référentiel officiel. Donc, comme il n'y avait pas de référentiel officiel, eux avaient dit « pas de référentiel, on vérifie rien ». Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, ne rien vérifier, c'était quand même problématique, ce qui est un peu une forme d'évidence quand on connaît le sujet, mais c'était aussi, d'une certaine manière, jouer le jeu de la réglementation ou de la non-réglementation. C'est des professions qui sont à la fois non réglementées, mais totalement légales. Voilà, il faut le rappeler aussi, parce que quand on dit non réglementé, on a l'impression que c'est illégal. Oui, c'est pas du tout le cas. C'est important, oui, tout à fait. C'est totalement légal, juste il n'y a rien qui te contraint sur, voilà, c'est quoi le fondement de ton métier. Et donc, peu importe, en tout cas, ils se sont vus obligés finalement, dans leur relationnel aussi avec le monde médical, qui est leur premier client, de sortir tous ces professionnels. Donc pour nous, Médoucine, à ce moment-là, il y a plein de pros qui se sont dit « je quitte Doctolib, où est-ce que je vais ?» Donc ça a été plutôt une bonne nouvelle pour nous, à Médoucine, en tout cas dans le court terme, quoi. On a eu plein de coups de fil, un peu paniqués d'ailleurs, ou offusqués d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était pas très agréable de se faire sortir de façon un peu brutale.
Et en fait, le problème qu'on a derrière, c'est celui que tu mentionnais. C'est-à-dire que sur le plan médiatique, depuis, on a quand même une teinte très négative de scepticisme, de pointer du doigt, de dire est-ce que vraiment c'est sérieux, etc. Donc moi, j'ai l'impression qu'on s'en est pas vraiment sorti de ça. D'autant que, et ça, je pense que c'est venu avec le Covid notamment, se sont développées toutes les formations dont tu parlais, qui étaient déjà présentes, des formations plus ou moins courtes, on va dire. Et là, c'est vrai qu'avec tout le développement du e-learning, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, d'une certaine manière. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des écoles tous les jours qui se créent sur la naturopathie. Voilà. Donc, au final, franchement, je trouve que notre secteur aujourd'hui, il est plus encore sous pression qu'il y a 2 ou 3 ans. Mais bon, c'est aussi une évolution du système, quoi. C'est comme toujours, quand tu apportes de la nouveauté, il y a un moment où on te met sous pression jusqu'au moment où ça devient une évidence, quoi. Voilà. Donc, on attend le moment où ça devient une évidence. Bien sûr, mais c'est sûr que là, on est sous la lumière, mais en même temps, justement, il faut qu'on arrive tous ensemble à profiter de cette mise en lumière et montrer une bonne image et montrer quels sont les bienfaits et les raisons d'être de toutes ces pratiques, en fait, et que c'est pas juste une vue de l'esprit et que... Tout à fait. Donc, c'est là où, effectivement, on peut faire appel aux journalistes qui nous écoutent et qui souhaitent faire des vraies enquêtes sur ce qui se passe vraiment et dénoncer ce qui doit être dénoncé, mais aussi montrer ce qui est de positif et qui apporte vraiment des éléments de preuve aussi des bienfaits. Ça, là-dessus, franchement, moi, c'est quelque chose, quand j'ai démarré Médoucine, auquel je ne m'attendais pas dans ces proportions-là. Mais nous, on recueille donc l'avis des personnes après leur consultation. On a 99% des gens qui recommandent leur consultation, alors qu'ils ont payé de leur poche, ce qui n'est pas forcément ce à quoi on s'attend en santé. Donc, franchement... Moi, personnellement, en tant que bon ingénieur, sceptique, critique, analytique, je trouve que je suis pleinement rassurée. En fait, ça me parle à la fois de à quel point ces pratiques, elles apportent vraiment de la satisfaction, et ça me parle aussi du fait qu'on a su faire une sélection de professionnels de qualité. Voilà, puisqu'on est très vigilant sur ces sujets-là. Au moindre doute, il nous est arrivé de sortir des professionnels, mais finalement, c'est une poignée sur les 9 ans de vie de Médoucine, là où on a des centaines de milliers d'avis de personnes qui nous disent « merci ». quoi. Et justement, le process de sélection, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc c'est un process qui est comme un recrutement, en fait, puisque tu disais tout à l'heure comment on peut garantir. Oui. Bon, on ne peut pas garantir. Voilà. D'ailleurs, on en a parlé, les médecins non plus ne peuvent pas garantir que ça va être génial. On fait notre maximum. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé notre propre référentiel, en fait, en matière de formation, justement, en regardant que font les bonnes écoles, que disent les syndicats, métier par métier. Donc, c'est un référentiel interne, mais qui a été benchmarké avec tout ce qui se fait dans le secteur. Ensuite, on prend des références, donc des références de professionnels avec qui ils ont travaillé et de clients qui ont consulté. Donc, ça nous permet d'avoir un regard externe sur le travail des pros qu'on référence. Et puis après, il y a des éléments plus administratifs, mais qui sont importants. Un casier judiciaire vierge, une assurance professionnelle, des bons basiques, je dirais, qui ne sont pas obligatoires là non plus, mais qui sont rassurants. Et ensuite, on a une charte de déontologie qui fait partie intégrale de notre contrat, qui est une charte, j'allais dire, basique, là aussi, qui est celle des syndicats en général, autour de l'intérêt des clients en premier, et surtout le fait du positionnement, c'est-à-dire, encore une fois, de se positionner en complémentarité de la médecine conventionnelle et de ne pas être dans une posture de surpuissance ou de promesses exagérées, parce qu'en fait, c'est là que vraiment la dérive peut avoir lieu. Et d'ailleurs, vous avez créé un genre, je ne sais plus exactement l'intitulé, mais un guide des bonnes pratiques pour les clients. On en avait parlé dans un épisode précédent, justement qui rajoute aussi à cette idée de confiance pour que les gens puissent aller prendre connaissance de ce document et puissent voir aussi d'eux-mêmes, parce que ça fait partie aussi de notre éducation personnelle, en fait, aussi ça participe à tout ça, de pouvoir détecter si oui ou non ce praticien semble correspondre à la charte, etc. Oui, complètement. Donc ça, c'est
c'est un travail collaboratif qu'on a mené avec un groupe de travail pluridisciplinaire, des médecins, des thérapeutes, des représentants du public, voilà. Parce que ce sujet de la confiance, vous l'avez compris, c'est notre sujet numéro 1 depuis le début. Et notamment, on a mené ça, je pense, à la suite des histoires de Doctolib, parce qu'on s'est dit, OK, nous, on a notre référentiel depuis le début, mais finalement, ça a été l'occasion de se le reposer, quoi. D'autant que mon cheminement dans toutes ces années avec Médoucine, c'est que toutes les personnes à qui je disais « Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Elles me disent « Mais Solange, c'est toi qui sais. » Alors j'étais là, mince. On se pose tous les mêmes questions. Donc là, j'ai rassemblé des gens qui se posaient les mêmes questions que nous, et donc chacun avait fait son cheminement. C'est vrai que nous, sur Médoucine, du fait du volume de consultations que l'on a, on fait 50 000 rendez-vous par mois, donc ça permet de voir passer beaucoup de choses. Et puis on a parlé à des milliers de thérapeutes, ceux qu'on a référencés, ceux qu'on n'a pas pris, ceux qui sont rentrés, ceux qui sont repartis. Enfin voilà, donc on a on va dire un point de vue assez privilégié, je dirais, sur cette question-là. Mais beaucoup de gens se posent cette question, notamment les médecins qui souhaitent travailler de façon collaborative avec ces thérapeutes et qui sont là, à qui je peux faire confiance, quoi. Voilà. Donc, on a fait un travail sur la confiance. Et la première chose, évidemment, c'est de le prendre à l'envers. C'est le plus facile. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui crée de la méfiance? Donc, c'est quoi les problèmes, finalement? Et en effet, comme tu le disais, ce sur quoi on aboutit, c'est un flyer, en fait, à 5 à destination du public pour finalement permettre aux gens de prendre conscience et d'être eux-mêmes avertis. Parce que dans ces pratiques, il y a un truc aussi de se prendre en charge, déjà. C'est le contraire d'une posture d'infantilisation quand même dans laquelle on nous met souvent, et notamment en santé, dans laquelle souvent on est un peu vulnérable à la merci d'un expert, en train de se demander c'est quoi qui est bien, voilà. Et donc, c'est super de travailler avec des experts et de se remettre à leurs compétences. Et en même temps, c'est important, je pense que pour chacun, de se dire, tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je ressens moi? Est-ce que, voilà, je sens que là, je vais pouvoir le faire ou pas, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ça vaut aussi pour les sujets de confiance. Donc, on a fait ce travail et cette synthèse, finalement, pour que les personnes qui consultent puissent être aussi en alerte et averties et se dire, là, en fait, ça va pas. Voilà. Très bien, c'est très bien, il faut le diffuser. On le met sur nos réseaux, n'hésitez pas. Oui, merci. Alors, quel rôle est-ce que les mutuelles et les assurances santé pourraient jouer? Énorme. Oui, c'est une grande question. C'est la question du financement de ces pratiques. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de mutuelles financent, remboursent, et c'est une bonne chose. La difficulté qu'il y a quand même, si on se rappelle le rôle d'une mutuelle qui est avant tout le rôle d'une assurance, c'est que typiquement, l'assurance, elle n'a pas vraiment vocation de faire de la prévention, d'une certaine manière. C'est peut-être pas politiquement correct, c'est ce que je vais dire, parce que souvent, effectivement, on se dit « Ah il faut que ce soit remboursé, donc il faut que la mutuelle prenne ». Sauf que la mutuelle, il faut se rappeler qu'elle paye avec nos cotisations. Voilà. Donc en fait, on met de l'argent dans un pot commun, qui est celui de la mutuelle, pour récupérer cet argent en cas de pépin de santé. Dans le cadre de la prévention, en fait, c'est encore autre chose, puisque tout le monde devrait faire de la prévention tout le temps. Et donc, mettre de l'argent dans une mutuelle pour le récupérer à la fin, ça a moins de sens. Voilà. Donc ça, c'est dans l'absolu. Après, vu comme sont faites aujourd'hui les mutuelles et le système de santé et notre système de pensée, qui est, si c'est pas remboursé, j'y vais pas, ou j'y vais moins, ou je suis embêtée, c'est vrai que beaucoup de gens souhaitent, et c'est très bien que les mutuelles soutiennent, parce qu'en fait, je pense que les mutuelles, elles peuvent intervenir à 2 endroits. D'une part, elles peuvent faire cette notion d'éducation à la prévention, parce qu'elles y ont un intérêt, pour le coup, elles, sur le long terme. Même si, attention, le problème des mutuelles aussi, tu comprends leur business model à elles, c'est que en fait, les gens changent très souvent de mutuelle. Donc, la prévention, si tu te dis ce que je fais aujourd'hui, si j'ai 30 ans, ça vaudra pour moi dans 20, 30 ans. La mutuelle qui finance aujourd'hui pour dans 30 ans, et en fait, tu auras changé 10 fois de mutuelle d'ici là, c'est difficile pour elle de se projeter. Oui,
Ouais, mais au global, quand même, si toutes les mutuelles jouaient le jeu, on aurait un effet systémique, tout le monde serait en meilleure santé et du coup, ça serait valable, ils gagneraient tous plus d'argent. Voilà, mais tu as bien dit le terme systémique. Donc, il y a vraiment un truc de comment le système se réinvente. Et là où je pense que les mutuelles ont leur rôle, c'est dans un rôle déjà d'éducation, de formation, parce que je pense qu'elles ont une voix forte là-dedans. Il y a quand même de l'argent. Il y a d'ailleurs de l'argent spécialement aiguillé sur les sujets de prévention chez les mutuelles. Et elles participent à légitimer ces pratiques. Voilà. Alors, elles y vont elles-mêmes avec beaucoup de précautions. Et selon, finalement, comme toujours, la sensibilité des personnes en charge avec une vitesse plus ou moins grande, parce qu'elles ont aussi elles-mêmes le sujet de leur propre image et légitimité. Donc, c'est sûr qu'elles n'ont pas envie de prendre ce qu'a pris Doctolib, on en parlait juste avant. Néanmoins, je pense qu'elles ont, elles ont un rôle à minima d'éducation, parce qu'on voit bien que y a vraiment ce sujet de comment je perçois en fait ce sujet de la santé, et là-dessus, tu as raison, qu'elles peuvent s'y retrouver elles-mêmes en modifiant finalement l'attitude, le comportement des personnes, quoi. Mais moi, j'irais même encore plus loin, c'est-à-dire que ça serait bénéfique juste pour notre système de santé global, de sécurité sociale. Si on avait plus de prévention et que les gens seraient moins malades, et du coup, on aurait un système de santé qui tiendrait beaucoup plus d'un point de vue économique. Je peux être que très d'accord. D'ailleurs, ça fait partie des sujets qui m'ont emmené à créer Médoucine, en fait. C'était la convergence de plusieurs idées. D'une part, j'en ai parlé tout à l'heure, de l'orientation dans le système de santé, dont j'avais vu qu'il est parfois difficile en fait pour les personnes de s'y repérer, et notamment dans notre secteur où tu connais pas forcément les pratiques et les praticiens, etc. Tout ce dont on a parlé. Mais j'avais aussi une réflexion justement autour du financement de la santé, du rôle des mutuelles, avec l'idée plutôt que de faire une mutuelle, de faire une sorte de compte épargne santé, dans lequel tu pourrais mettre ton argent, quitte à en plus les taux d'intérêt ont monté depuis, tu vois, à avoir un petit peu de rendement là-dessus, et après de bien acheter. Donc c'est comme ça que j'avais réfléchi à Médoucine, c'est une fois que tu as de l'argent pour ta prévention, qu'est-ce que tu en fais ? Et aussi, j'étais sur ce sujet plus global du financement de notre système de santé qui est très en péril. Absolument, et c'est pour ça qu'il faut absolument en parler aujourd'hui. On ne peut pas juste rester comme ça avec ces données catastrophiques et catastrophistes parfois aussi. Mais par rapport à ça, bien sûr, le business model, on l'a compris, des mutuelles, mais il y a aussi une question d'offre et de demande. Donc en fait, aujourd'hui, on en a parlé à plusieurs reprises. Voilà, les gens sont en demande de ces pratiques complémentaires. Donc j'ai envie de dire d'une certaine façon, allez-y, ça semble pertinent d'y aller. Et en plus, je pense que à force de rendre ça encore plus marginal sur certaines complémentaires seulement parce qu'elles ont décidé d'une certaine façon, comme si c'était un peu à la mode, de mettre ça en avant, ça creuse encore plus le fossé par rapport à la médecine conventionnelle, qui, elle, est prise en charge par la sécurité sociale. Et donc, ça met encore plus en avant le fait que c'est pas un vrai sujet, c'est un peu quelque chose de marginal, d'alternatif, encore une fois. Donc, dans toute cette histoire d'éducation, il y a aussi cette dimension-là, je pense. Oui, bien sûr, c'est le positionnement global du secteur qui est en cause. Et c'est vrai que dans la demande du public, il y a une demande d'être rassuré. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, ça répond à la peur qui est parfois agitée par les médias, parce que je le vois, nous, dans les témoignages autour de Médoucine, de personnes qui me disent « Ah, mais merci, parce que j'avais envie d'y aller, mais... » je franchissais pas le pas, en fait, parce que de la peur, de la crainte, et puis après, tout simplement des obstacles matériels de qui je vais voir, voilà, on m'a parlé d'eux, mais j'ai entendu dire que c'est avec le bouche à oreille, c'est bien, mais ça permet pas toujours de franchir le dernier pas, quoi. Donc je le vois bien que ce sujet de comment on rassure en montrant patte blanche, il est très important. Est-ce que sur Médoucine, vous avez fait des analyses pour définir des personas clients? Alors, je parle du client final. Hein. Oui, j'ai compris. Ouais. Oui, j'ai compris. Tout à fait. Et c'est marrant parce qu'on en parlait encore tout à l'heure, justement, avec l'équipe. Je dirais qu'il y a plusieurs personas. Il y a...
disons, celui qui est un petit peu évident et qui est celui de la santé intégrative, de la médecine intégrative, c'est l'accompagnement de maladies chroniques, de gens qui ont des problèmes de santé graves et qui, en complément de leur médecin, idéalement orientés par leur médecin, font appel à d'autres professionnels pour gérer leur stress, gérer les effets secondaires de certains médicaments, prendre soin d'eux. Et ça, c'est le cas que moi j'avais vu quand je bossais dans la pharma, notamment avec des patients atteints de maladie de Crohn, qui, quand on les interrogeait, ils disaient évidemment, je prends mes médicaments et franchement, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'être une personne à part entière, complète. Voilà. Donc ça, c'est un endroit assez évident de complémentarité et de besoins assez critiques en fait sur les gens les plus malades, si je parle des personnes les plus malades. Après, il y a toutes les personnes qui ne sont pas malades, mais qui ont un inconfort de vie chronique. J'ai toujours mal au dos, j'ai toujours mal au ventre, je suis super stressée. Bon, après, il y a tout le sujet des addictions, hein. Je fume, je mange mal, je suis à fleur de peau en permanence, je suis hyper anxieux et tout ça. Et c'est des personnes qui, potentiellement, ont fait effectivement le tour du système médical de A à Z et puis en fait qui, entre guillemets, n'ont rien, mais qui vont pas bien. Voilà. Donc ça, c'est un endroit aussi vraiment autour du bien-être pur qui est un bon endroit pour les pratiques complémentaires parce que là, il y a vraiment plein de choses à faire pour que les gens juste aient une meilleure qualité de vie à court terme et une meilleure santé à long terme. Parce qu'on sait aussi que tous ces trucs-là, en vérité, c'est quand même des signaux qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et quand on n'y fait rien, ça finit toujours par déclencher le cas numéro 1 d'un problème grave, quoi. Voilà. Donc ça, si on remonte la chaîne, ça me paraît un autre endroit super important. Et qui est d'ailleurs intéressant parce qu'on a travaillé, nous, avec différents publics, avec différents partenaires. On a travaillé notamment avec Malakoff Humanis sur les personnes âgées, sur les aidants. On a travaillé avec d'autres mutuelles sur les militaires. On a travaillé sur plein de publics. Et à chaque fois, en vérité, c'est toujours ces mêmes besoins. C'est-à-dire les douleurs, le stress, l'alimentation, les addictions, la gestion des émotions, et tu peux tourner en boucle comme ça, voilà. Y compris d'ailleurs, on a fait des ateliers chez Bouygues Construction avec des ouvriers dans les Algeco, là, et c'est pareil en fait. Je pense que voilà, c'est un truc vraiment d'humanité, quoi. On a tous les mêmes problèmes, et vraiment c'est des bons usages pour les pratiques complémentaires, parce que là, il y a plein de choses à faire, et on est bien en complémentarité, je trouve, là, avec la médecine. Après, si on continue à remonter vers le cas idéal, le cas du naturopathe qui en parle tout le temps, mais honnêtement, qui n'est pas non plus toujours le cas qui se passe vraiment, c'est celui de la prévention et des gens qui vraiment veulent être bien dans leur quotidien, quoi, vraiment en prévention, qui ont envie de mener un style de vie dans lequel ils se sentent plus alignés, plus épanouis, plus détendus, vraiment mieux dans leur corps et dans leur tête et dans leur environnement à tout point de vue. Donc celui-là, c'est le cas idéal. Honnêtement, c'est quand même pas la majorité des gens aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde parle de prévention, mais la prévention primaire, secondaire, tertiaire, et très souvent la prévention, c'est la prévention tertiaire plus que la prévention primaire, même si c'est quand même vers ça qu'on doit tendre, et donc nous on communique beaucoup là-dessus. Et à cet endroit-là, il y a 2 cas d'usage quand même qui sont principaux, je dirais, les entrées, nous on appelle ça les entrées en médecine douce, c'est la future maman. Parce que là, en fait, pendant un temps, tu ne peux pas prendre de médicaments, donc déjà, tu t'interroges. Après, tu te retrouves avec un tout petit bébé, un tout petit enfant, tu dis, là, tu as envie de prendre soin. En fait, c'est ce moment-là où tu as envie d'être dans la prévention, dans quelque chose vraiment dans lequel tout va bien, mais tu voudrais que tout continue d'aller bien. Voilà, donc tout ce qui est autour de la grossesse et des enfants. Et puis, le sportif. Voilà, on reboucle avec la question de la performance. Parce que le sportif qui commence en fait à donner un maximum et puis qui a toujours un truc de travers, en fait, là, il se préoccupe de son alimentation, de son sommeil, de sa respiration. Voilà. Et c'est plutôt des hommes, des femmes? Quelle tranche d'âge domine? C'est beaucoup de femmes, je dirais 3/4 de femmes. 3/4? Ouais.
Alors, je ne connais pas les chiffres en santé, mais il faut voir aussi que c'est les femmes qui, de toute façon, je pense en médecine, c'est pareil, en fait, prennent pour les enfants, pour les conjoints, voilà. Mais c'est beaucoup de femmes. Ah, tu veux dire que ce n'est pas forcément l'utilisatrice finale, c'est celle qui prend le rendez-vous Ça peut être les deux, mais je pense que c'est aussi beaucoup pour elles. Voilà. Je pense que les femmes sont plus conscientes de ces sujets-là. Elles ont aussi des sujets de santé qui ne sont pas des maladies ou pas considérés comme des maladies ou mal pris en charge ou qui donnent lieu justement à des prises en charge complémentaires utiles, l'endométriose pour ne pas la nommer, voilà, ce genre de choses, même les règles douloureuses, quoi. Tu es là, tous les mois, tu n'en peux plus. Qu'on répète, c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses, quelles qu'elles soient. Voilà, donc là, tu te dis, typiquement, tu n'es pas malade et pourtant, tu as vraiment un problème chronique qui revient et dont tu as bien envie de te préoccupée. Voilà. Donc, pour plein de raisons, je pense que les femmes sont très présentes. Et après, nous, notre tranche d'âge, aussi parce qu'on est quelque part un média digital, c'est 30-60, quoi, quelque chose comme ça. Et toutes ces données montrent bien une approche dont on a parlé dans plusieurs épisodes, qu'on doit aller vers un système qui est plus sur du value-based healthcare, qui montre justement qu'il y a une orientation patient, une orientation plus individualisée, et donc forcément par la prévention. Et donc là, c'est par le prisme des pratiques complémentaires, mais en soi, ça montre la même chose. En fait, la personne finale, c'est ça qu'elle attend. Et donc, de manière générale, notre système doit tourner vers ça, en fait. Alors évidemment, pour l'instant, on est un peu dans des utopies, des rêves, mais il faut rêver fort pour que on finisse par y arriver. Mais en tout cas, voilà, ces données le montrent directement. Là, on peut pas, c'est impayable. Oui, et de toute façon, en fait, moi, quand je regarde de façon vraiment très macro notre système de santé, je me dis, on n'a juste pas le choix. Parce que quand tu vois déjà la pénurie de soignants qu'on a aujourd'hui, les déserts médicaux, etc., alors encore une fois, on ne va pas aller remplacer les médecins, mais justement, il va falloir qu'on ait ce temps médical vraiment à bon escient, et on a intérêt à pas être trop malade, donc à faire de la prévention, parce que accéder à un médecin, c'est déjà très souvent galère, et ça va l'être de plus en plus. Voilà, donc on a vraiment tous intérêt à prendre soin de nous et à pas être trop malade pour aussi désengorger le système de santé et permettre de laisser la place dans le système pour les personnes les plus malades, quoi. Est-ce que toi, tu es au courant de certains, collectifs, plutôt de patients qui vont se mettre ambassadeurs de ces pratiques complémentaires, ou il y a déjà des choses qui existent dans ça, ou à ta connaissance ? Oui, je mentionnerai Allier Santé, qui est celui que je connais bien, mais que vous connaissez aussi. Bien vous avez sûr, reçu Christine Bellon, oui, voilà. Pour moi, c'est le plus emblématique en tant que collectif de patients. Ouais. Après, je sais qu'il y a Health United qui a créé aussi différents collectifs, mais plutôt de soignants, je pense un peu de patients, enfin de clients, puisque chez nous on dit clients justement. Et puis l'AMCA, qui a aussi des différents collectifs, dont des clients. Mais je pense que celui que je retiendrai, c'est celui d'Allier Santé, parce que ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est qu'ils ont justement cette démarche de sensibilisation avec ce film-là, Viens voir, la médecine de demain. Voilà. Il est sur YouTube d'ailleurs maintenant, on vous le recommande. Voilà, donc ça c'est très inspirant pour aussi rêver grand et regarder qu'est-ce qui peut se faire, et qui se définissent comme un collectif citoyen. Voilà, moi j'aime cette notion de citoyen engagé plutôt que même de patient ou de client, quoi. Voilà, on est tous là pour prendre soin de nous. Et puis après, il y a la communauté Médoucine, parce que du coup, on a des centaines de milliers de personnes qui ont pris rendez-vous sur Médoucine, qui consultent les thérapeutes de notre réseau et avec qui on échange aussi dans nos newsletters. Enfin voilà, on a quand même une communauté auprès de qui on anime des webinaires avec cette envie justement de participer à une forme de prise de conscience, d'éducation à la santé. Et donc, on est toujours très heureux d'échanger, nous aussi, avec notre communauté. Est-ce qu'il existe des pays dans lesquels cet équilibre entre pratiques complémentaires, médecine conventionnelle, etc., est plus fluide, se passe mieux, ou pour l'instant c'est encore à peu près pareil, généralisé en tout cas au niveau de l'Europe déjà peut-être
Alors, je ne connais pas bien toutes les situations européennes. Ce que je vois, en tout cas, dans les choses notables et intéressantes, c'est le fameux statut là, de Heilpraktiker en Allemagne, qui est une sorte de, entre guillemets, super naturopathe. Alors, pour le coup, avec une formation très complète et très intéressante, qui vient vraiment en complémentarité du médecin. Même si l'impression que j'ai quand même, c'est que malgré ce statut, où là, l'avantage, c'est que tu as un métier, une formation, et c'est très, c'est très complet, malgré tout, l'articulation n'est pas toujours évidente. Voilà, en tout cas. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin partout. Dans les autres exemples, je trouve qu'ils sont intéressants. C'est, par exemple, des pays même comme le Portugal, qui ont donné la possibilité à des acupuncteurs non médecins d'exercer dans un cadre légal, propre, clair, qui n'est pas du tout le cas en France. Donc, ça fait partie des endroits où, tu vois, mais c'est vrai que ça se joue par profession et par pays, quoi. Et ceux qui ont joué le jeu d'un socle commun, ce sont les Suisses qui ont vraiment avancé et ça tient lieu ça parle de leur démocratie aussi, d'une démocratie participative avec leur votation et tout ça, où en fait le peuple a décidé d'intégrer justement dans les remboursements de mutuelles certaines pratiques, ce qui a amené à avoir un socle commun pour différentes pratiques, un socle de formation qui te permet d'accéder au titre de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y a un répertoire de personnes qui ont fait valider leur titre et qui du coup peuvent être remboursées par les mutuelles en Suisse. C'est génial. J'entendais justement la dernière fois dans un podcast une personne qui venait de Suisse et qui expliquait qu'elle avait justement son naturopathe, sa sage-femme, son kiné, voilà, et que c'était quelque chose de très commun pour la Suisse d'avoir, voilà, c'était pas quelque chose de marginal comme chez nous. Enfin, marginal, j'utilise ce mot alors que ça l'est pas tant que ça, mais disons que on le dit c'était beaucoup plus évident et plus logique d'avoir. Donc, ok, mais je connaissais pas la législation qu'il y avait derrière. Donc, oui, ça a quand même bien évolué là depuis une quinzaine d'années. C'est aussi, c'est des processus longs. Et il y a encore, alors j'ai regardé, c'est une toute petite population en fait qui est passée à travers ce processus, mais c'est un processus qui existe et donc qui va permettre à de plus en plus de professionnels de se faire, entre guillemets, valider par le système et de l'intégrer une forme de normalité. Voilà. Super. C'est positif. Comment est-ce qu'on peut encourager une coopération européenne, voire, soyons fous, internationale sur ces sujets? Ouh là là, alors là, franchement, c'est pas des sujets sur lesquels moi j'ai beaucoup travaillé parce que on est en France, chez Médoucine. Ce que je vois, c'est que quand même la législation européenne, elle avance. Notre situation sur les ostéopathes, elle est issue d'une directive européenne en 97. Voilà. Donc de fait, la réglementation européenne, elle s'impose dans tous les États membres. Et donc, il y a de plus en plus de discussions qui ont lieu au niveau européen, notamment dont je pense fait partie Christine, là, dont on parlait tout à l'heure avec Allier Santé. Et après, au niveau international, c'est l'OMS qu'il faut aller convaincre, mais qui là aussi est à double vitesse. Ils ont fait des politiques sur comment ils appelaient ça, je pense, médecine complémentaire. Ils avaient fait une politique sur des plans quinquennaux, etc., pour intégrer, parce qu'en fait, quand tu regardes la médecine à l'échelle internationale, de fait, il y a plein de pays dans lesquels les pratiques traditionnelles ancestrales, elles sont restées dominantes. Bien sûr, en Asie, donc, etc. Exactement. Donc, à l'échelle internationale, cette teinte-là, elle existe véritablement. Et on rêve là, on décide quel est le modèle parfait. On décide là aujourd'hui qu'on met en place le modèle parfait. Comment ça se passe? Ouh là là. Nous avons une demi-heure. Oui, c'est ça, j'allais te dire. Franchement, moi je crois que pour le modèle parfait, ça mérite des réflexions plus profondes que allez, la baguette magique, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, moi, mon envie, ce serait de pouvoir aussi remettre les choses en perspective, parce que je trouve que toute cette question de la réglementation, elle est teintée d'une forme de peur et de rigidité qui, honnêtement, n'a pas lieu d'être. Voilà. Parce que, en fait, le problème, il ne vient pas des pratiques, mais des praticiens.
Voilà. Et de certains praticiens, bien entendu. Voilà. Donc, finalement, c'est bien de mettre une forme de cadre pour qu'on sache de quoi on parle et la posture et le positionnement relatif de comment ces pratiques viennent s'agencer dans les parcours de soins. Ça, je trouve que c'est ça, en fait, les choses qu'il faut discuter, plus que de vouloir tout réglementer à tout prix dans une forme de contrôle qui parle de la peur et qui ne contrôle rien du tout à la fin, parce que plus c'est complexe, moins c'est respecté, plus c'est difficile. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le cadre institutionnel ne veut pas y aller, puisque je parlais tout à l'heure là, du cabinet de la ministre... c'était Firmin Lobodo qui avait travaillé là, sur le comité d'appui pour les pratiques non conventionnelles, à essayer de voir est-ce qu'on allait réglementer ou je sais pas quoi. Et en fait, ils n'ont pas les moyens d'une certaine manière, parce que plus tu réglementes, plus après tu dois appliquer la réglementation. Et ils n'ont pas le staff pour contrôler déjà les professions qui sont dans leur giron, notamment les psychologues, les ostéopathes, etc. Donc ils n'ont vraiment pas du tout pressé d'avoir encore davantage de praticiens à contrôler. Mais voilà, avec quelques règles simples et bien établies, je pense qu'on pourrait déjà donner plus de lisibilité. Et puis après, vraiment soutenir les professionnels pour qu'ils puissent et bien se former. Mais franchement, c'est le cas déjà d'un certain nombre. Enfin, la plupart sont bien formés quand même. Enfin, c'est difficile d'avoir des chiffres parce que c'est vrai qu'il y a tellement de formations en ligne où on ne sait pas trop. Mais je ne crois pas que ce soit des professionnels qui vraiment, au sens où je ne crois pas que ce soit des gens qui s'installent. Pour la majorité, nous, ce qu'on voit, c'est que tu as plein de gens qui se forment puis qui se disent en fait, j'y vais pas. Et c'est sûr que si tu as été formé en 2 semaines sur YouTube, probablement, si tu es quelqu'un de normalement constitué, tu t'installes pas. À la limite, tu dis, ah, c'était vraiment intéressant, tu fais une vraie formation, quoi. Tu vois ? J'espère. Voilà. Est-ce qu'il y a des études ou des chiffres que tu partages pour rassurer le public ? Je trouve que déjà, les 99% de satisfaction chez nous, c'est rassurant. Ça parle en fait de ce que les personnes, elles viennent et elles trouvent quelque chose qui leur convient, quoi. Voilà. Je suis d'accord, c'est très efficace. Donc là, on se dirige doucement vers la fin, mais on va dire que peut-être pour un mot de conclusion, se dire que justement, il faut travailler tous ensemble. Ça fait un peu prenons-nous la main et mettons-nous tout autour de la planète, mais en même temps, c'est un peu ça aussi. Ouais. Il faut essayer de retrouver ce vocabulaire-là, avoir un vocabulaire commun, savoir de quoi on parle et arrêter ces tensions assez vaines et plutôt être dans l'échange. J'imagine que c'est cette parole-là aussi que tu veux diffuser. Absolument, absolument. Parce que, je disais, d'une certaine manière, il faut vaincre la peur, mais la peur, c'est toujours la peur de l'autre, mais de l'autre, entre guillemets, que je ne connais pas aussi. Il manque de connaissances. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, nous, avec ces assises-là. On crée un enthousiasme dingue autour des assises des pratiques complémentaires, à la fois, évidemment, des thérapeutes qui, en fait, sont souvent accusés de vouloir être alternatifs ou que sais-je, mais ne meurent que d'envie de s'intégrer dans le système de santé. Je pense qu'il faut quand même le rappeler, qu'ils sont tous, en tout cas pour l'immense majorité, très soucieux et avec une envie forte d'être beaucoup plus main dans la main avec les médecins, en collaboration, en échange, voilà. Et aussi les médecins qui ont envie de finalement rendre un meilleur service aussi à leurs patients, parce que c'est ça, moi, quand je demande aux médecins qui travaillent dans un esprit de collaboration, de santé intégrative, et toi, qu'est-ce qui t'a amené là ? C'est toujours le même truc. J'ai écouté mes patients. Voilà. Et donc, toutes ces personnes-là, en fait, elles ont envie de travailler ensemble, d'échanger. Donc, c'est pour ça, nous, qu'on a organisé cet événement. Et vraiment, c'est un enthousiasme, moi, qui me dépasse à chaque fois. Je me dis, c'est dingue. Et en fait, ce que je vois derrière plus profondément, c'est le besoin que ça remplit de mieux se connaître pour mieux collaborer. Et c'est vrai que déjà, avoir un vocabulaire commun, comprendre les enjeux de l'autre, c'est super précieux. Et ça va dans les deux sens pour que les thérapeutes aussi comprennent le quotidien, les contraintes, les difficultés, les tensions du monde médical, parce que quand même, il faut se rappeler que ce système de santé, il n'est pas tendre à premier lieu avec les soignants. Et donc, ces soignants qui sont sous pression, forcément, quand ils voient arriver un naturopathe, ils se disent « Ouh là là, qui c'est ça ? Comment on va bosser ensemble ?» Et donc, mieux se comprendre, mieux se connaître, c'est déjà un bon premier pas pour collaborer.
On a eu beaucoup d'exemples assis à ta place de médecins qui sont aussi parfois naturopathes ou sophrologues, etc. Et des médecins qui collaborent et ont même créé des lieux, des instituts, des cliniques privées où ils collaborent directement avec les pratiques complémentaires. Je pense évidemment à Jérôme Boisiz avec One Clinic. Et il y en a plein d'autres exemples, heureusement. Et de plus en plus aussi, ça vient des médecins. Donc c'est ça qui est hyper chouette. Absolument. Seulement, ils se cachent un peu, quoi. C'est ça que... Parce que ils sont presque obligés aussi. Ils ont peur, quoi. C'est fou, ils ont peur de l'ordre est critiquer, tellement etc. fort que... Parfois, on les menace, quoi. Complètement. C'est hallucinant. Oui, c'est une réalité. Et c'est vrai que c'est là où on voit que toutes ces pratiques-là, elles sont en émergence d'une certaine manière, au sens où elles ne sont pas intégrées, c'est vrai, dans le système. Le système se défend souvent. Et donc, peu importe, en fait, moi, je juge pas, je lutte pas. J'essaye juste de montrer, en fait, tout ce qu'on peut apporter, travailler avec les gens qui ont envie d'avancer. Et ce que ça veut dire, c'est que ça nous oblige, encore une fois, à être encore meilleurs. Donc, c'est un peu injuste d'une certaine manière, mais bon, peu importe, encore une fois, je crois qu'on est dans un secteur de gens passionnants, hyper engagés, et donc ça aussi, ça fait partie du voyage, et ça en est la face très positive, quoi. On est d'accord. Bien, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment passionnant, intéressant et plutôt optimiste en plus. Donc, je pense que nos auditeurs... t'essayes pas, hein. Clairement, les chiffres de Médoucine le montrent, en fait. Tout à fait, c'est vrai. C'est plus qu'essayer, là, maintenant. Tout à fait. Et donc, on met bien en lumière ça. Donc, continuons dans ce sens. Et merci pour ce travail. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, on te retrouve la semaine prochaine pour le Q&A. Oui. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, unlock your powers.